infection africaine en France, donc il faut le garder. Et quand même, sur une année, alors on peut dire que ça peut vraiment la chronique, mais il y a 1,5 million de nouvelles infections et 650 000 gens qui en meurent. Voilà, maintenant, on a un peu moins de 30 millions sur les 38 qui sont sous traitement ARV. L'histoire ne nous dit pas s'ils sont en infection contrôlée, je peux vous dire qu'ils ne le sont pas tous. Voilà, puis depuis le début, il y a eu quand même 40 millions de décès. Alors, si on regarde maintenant sur la France, c'est environ 5 000 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2021. Donc, des nouvelles infections de découverte. Là-dedans, il y a des infections récentes. Là où ça nous interpelle, c'est qu'on est dans un pays qui a accès à beaucoup de choses, des tests, des dépistages, de la prévention. Donc, c'est clairement des échecs de prévention combinée, en particulier de la PrEP, parce qu'il n'y a pas du tout assez d'informations, sauf dans certains groupes. Et puis, les infections anciennes, vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Et ça représente des occasions manquées de dépistage. Le VIH, c'est une maladie qui évolue sur l'infection sur des années, et à chaque fois, il y a eu des loupés. Et on voit bien, vous savez, que plus on arrive tard, moins c'est bon, en particulier pour le cancer. Alors, qui est-ce qu'on a dépisté en 2021 ? Eh bien, vous voyez, 69% des hommes, 29% l'âge médian. Donc ça, c'est les découvertes. L'âge médian, c'est 37 ans, mais 23% ont plus de 50 ans. Donc les clichés, le VIH, la sexualité, c'est les jeunes. Je ne dis pas qu'on est vu à partir de 50 ans, mais ça ne tombe pas sous le sens et c'est tous les jours en clinique. Et maintenant, plus la moitié sont nés à l'étranger, là encore. Donc réflexe à y penser, dont 32% sont la transmission est maintenant majoritairement hétérosexuelle. Alors, je vous disais que le diagnostic du VIH est vraiment trop tardif et franchement, c'est un peu désespérant parce que ça n'évolue pas tellement au cours du temps. Ce qu'on va appeler le stade avancé, donc le stade sida avec infection opportuniste, nous, c'est les gars qui ont moins de 200 en primo-infection, vous voyez, eh bien, c'est stable. Et donc, ça veut dire qu'au fil du temps, on n'a pas progressé, ni les personnes examinées, ni les praticiens ont progressé pour découvrir cette maladie plus tard. Hein. C'est comme si vous découvriez le cancer qu'au stade métastatique. Bon, c'est peut-être le cas, mais c'est pas le cas. Et puis, voilà, très stable au cours du temps. Les précoces, il y en a un peu, mais pas beaucoup, et vous voyez donc la répartition. Alors, justement, vous me direz aux occasions manquées. Je pense qu'il y a des responsabilités, en tout cas, de part et d'autre, du côté des soignants. Ça, c'est clair que le statut du VIH, du VHB, du VHC, c'est jamais abordé. On va s'enquérir de plein de choses, de cratères, de quoi, etc. Mais le statut de ce qu'on a, et pareil, je dirais la même chose du statut vaccinal, font rarement partie finalement de l'interrogatoire, ni même le mode de vie, voilà, faut du vêtement, etc. Et c'est curieux, est-ce que ça a un peu à trait avec la sexualité? On peut s'interroger. Je pense qu'il faut vraiment qu'on banalise cette approche, voilà, ça fait partie, non pas tous les 4 matins, mais ça fait partie des choses. Et quand on fait cet effort, on se rend compte que vous connaissez votre statut, vous avez déjà été dépisté, que les gens ne sont pas du tout hostiles forcément. Et puis, du côté des personnes, des patients, c'est clair qu'il y a même des études qui montrent que souvent il y a des gens qui le savent, qui est enfoui, c'est très très compliqué, même après 40 ans, ça reste une habitude très compliquée à gérer dans sa tête. Crainte de décliner son statut, peur d'être jugé, peur d'être moins bien soigné. On a plusieurs histoires croustillantes ici à la Puteaux, mais il y en a ailleurs, de gens qui ne même pas ont été opérés de lésions cérébrales. C'était une dame de 55 ans. On a tout de suite pensé que j'ai eu un cancer endocrine ou métastase, une lésion cérébrale. Pouf, on a eu tout, et puis juste c'est une toxoplasmose. Parce qu'elle n'a pas de profil, quoi. Et on n'a pas testé.
parce que je pense que c'est une notion importante, c'est une approche globale de la patient en médecine générale, mais aussi les spécialistes en maths. C'est pas parce qu'on s'occupe de quelque chose, surtout qu'on va suivre. Voilà, par exemple, en cancer, vous n'allez pas aller voir les gens one shot. Donc voilà, c'est important de savoir voilà, leur environnement personnel. Et voilà, donc souvent les gens sont dans leur zone d'expertise sur des travaux que je vais apporter, mais les gens pour le dépistage, ils ont consulté. Ils ont parfois consulté des choses qui doivent activer sur le village. Des lésions dermatologiques assez vivantes, des zonas, des lésions vicoles, mais jamais personne n'a été floué par ça. Alors, les modalités de dépistage, c'est vraiment quand même très simplifié. Hein, mise en évidence des anticorps, on a des tests d'orientation diagnostique qui sont rapides, qui se font en 10 minutes. Je vous montre une petite photo, il y a même des autotests. Hein, et ça a quand même facilité. Il y a encore beaucoup de praticiens qui ne savent pas qu'on peut faire un test rapide dans les hôpitaux, même de faire, par exemple, un geste ou une intervention. Alors, si on regarde les dépistages, les tests qui sont faits, ben voilà, ça c'est des statistiques. Alors, il y a un énorme creux, vous avez reconnu, c'est l'effet Covid. À la fois, on ne sortait pas trop, peut-être qu'on ne pratiquait pas, il y avait vraiment un effondrement, ça remonte un peu. Et cette donnée de santé publique. En gros, les autotests, il y en a eu 61 000 vendus en France en 2021. Donc voilà, ça se répand, c'est là, c'est en pharmacie, ça coûte environ 10 €. Voilà, donc c'est quelque chose, je trouve, qui est pas mal à promouvoir. Alors, on revient avec le thème quand même du cancer. Donc cette étude, qui est une étude rétrospective nord-américaine, 19 000 patients, ils ont regardé dans la registre un cancer identifié pour la première fois, enfin, avec une première initiation de traitement. Donc le médian d'âge c'est 56 ans. Et ils ont regardé le test qui avait été proposé. Donc au total, alors qu'on va démarrer un traitement anticancéreux, je ne dis pas le détail, finalement le test VIH a été proposé chez 18,6% dans des établissements de soins. Alors, selon la population, un tout petit peu plus chez moins de 65 ans. Ah, l'usage de drogue, oui, ça parle, 46% de la thèse de dépistage. Mais les gens qui avaient des IST, c'était seulement 38%. Et puis, là encore, il y a la tête du climat. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont infectés, mais vous voyez, c'était beaucoup moins dépisté, 13%. Les gens d'origine asiatique, 11%, versus 18,6% chez les Caucasiens. Donc, tout le monde n'a pas non plus droit au même traitement. Alors, l'enfant, très bon les hématomes, 88%. Les cancers du corps, moins 10%. Voilà. Donc, ils ont mis en évidence, et finalement, les 2 tiers étaient déjà connus, c'est-à-dire que les gens arrivent pour un cancer, une ARS, etc. Ils n'osent même pas dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils n'ont même pas dit. Ils n'osent même pas dire. Et quand on interroge, ce que je vous disais, peur d'être jugé, pas bien traité, enfin voilà. Alors, c'est excellent travail fait par l'excellente équipe que j'avais à peu oublier, merci en refaisant la vidéo. C'est une étude qui a été faite en 2018. Myriam, Isabelle Poiseau, Jean-Philippe et tous les protagonistes marqués, vous voyez, enquête transversale, donc sur la région PACA, 800 questionnaires, 160, et puis dans les autres régions. Et là, la question posée, un petit peu similaire, est-ce qu'il y avait eu un dépistage VIH, VHB, VHC au bilan initial du cancer? Bilan initial du cancer, jamais de test, 43%. C'est pas archi vieux, c'est 2018. Bon, on a des cas particuliers, 35%,
et toujours 25%. Donc un quart des praticiens cancérologues qui prennent en charge des cancers vont dépister. Avant immunothérapie, même avec des résultats, des dépressions, etc., c'est un peu mieux, oui, 50%, mais non, 25%. Encore, on démarrer des traitements sans jamais se poser la question de ces deux infections. Voilà. Alors, tout le monde ne fait pas pareil, là encore. Super, les hématos, pas très loin de tous ces virus. Là, eux, ils dépistent. Les oncologues médicaux, 60%. Les chirurgiens, c'est un peu la cata, 20%. Les spécialistes d'organes, 50%. Donc, vraiment, prescription insuffisante. Et Dieu sait si là, on est quand même dans des contextes où ça devrait faire partie des réflexes et des bilans. Alors, voilà. Donc ça, c'est une autre illustration pour ceux qui aiment les couleurs. Et on est très loin des 100% de ces dépistages avant de l'immunothérapie. C'est pourtant pas le prix des dépistages qui va grever celui de l'immunothérapie. Les freins au dépistage, voilà, peut-être un dialogue de son côté patient, comment est-ce que je vais parler des tests, qu'est-ce qu'on va dire, je vais bien, mais en fait, côté soignant, pardon, comment je vais lui en parler, comment je vais l'annoncer, comment je vais annoncer le résultat. Ah là, si c'est positif, oui, souvent les infectiologues, je sais plus très bien, on est dans le village, donc voilà, j'appelle, finalement, d'autres vont faire les tests. Côté patient, je vois un professionnel, il va me faire un test, il va m'en parler, je lui confie ma santé, puis je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va dire de moi si j'ai envie de me faire tester le VIH, j'ai un peu honte. Voilà, on a l'histoire, et on en a quelques-unes comme ça, parce que on ne va pas oser dire pourquoi il y a le propre sur cette infection, on dira assez facilement qu'on a de l'hypertension ou du diabète, mais on ne dira pas qu'on a le VIH. Voilà, donc dépister un cancer, bah oui, ça c'est autre chose, c'est pas tout à fait, c'est dépister le cancer, parce que nous, voilà, à travers le réseau cancéreux, on a vu les données, merci Sophie, c'est très conscient de ça, de ce temps qui passe, de ce surrisque. Et c'est vrai que on a de plus en plus, je pense, sur les marches, mes collègues confirmeront, de recherche assez proactive, évidemment, il faut arrêter le tabac, mais pour les cancers du poumon, cancers de vessie, voilà, l'usage de drogue, les multipartenariats sexuels, on va essayer d'être un peu plus proactif dans la recherche de cancer. Vous avez vu le poids des cancers HPV induits, l'anus, l'oropharynx, là il ne s'était pas, mais voilà, le dépistage HPV, c'est encore pas, encore très top en France. Et puis, c'est vrai qu'on regarde aussi, bien sûr, la replication VIH pas contrôlée. Vous avez vu cerise, le rapport CD4-CD8, et on a montré, c'était montré, c'est vraiment un embarquement. Voilà, dernière histoire, M. K, celui qui ne fume plus, rapport CD4-CD8, malgré des CD4 à 500 qui se traînent en dessous de 0,3, eh bien, pratique un peu découverte d'un cancer du poumon, heureusement très, très débutant parce que piste du rapport CD4-CD8. Et puis évidemment l'exposition HPV-HCV et la persistance des HPV, on va voir que les VIH, les HSH, enfin les VIH, ont des multi-HPV, beaucoup de souches qui ne clearent pas, etc. Voilà, juste un mini-mot sur justement la double peine HPV et VIH, très très haut risque, la prévalence des virus à très haut risque est énorme chez les sujets qui sont séropositifs, plusieurs génomiques, les charges virales sont plus importantes, la récurrence des infections, l'élimination est réduite et les infections persistantes qui font le lit de la cancérogénèse sont beaucoup plus élevées.
les lésions précancéreuses, vous voyez, multipliées par 15, donc on doit être très très proactif. Évidemment, encore en amont vacciné, j'en parlerai après. Mais vous voyez que l'incidence des cancers est à 40 fois plus élevée, et c'est normal, hein, HPV, les MAIS, c'est égal au VIH, et tout va bien, c'est pareil avec les virus communautaires. Donc on connaît les facteurs qui sont associés, le type d'HPV, sa persistance, les infections multiples et la co-infection par le VIH. Voilà, donc pour conclure, c'est important, nous semble-t-il, de dépister des infections maîtrisables, pas guérissables, et je pense que c'est un devoir de tous les praticiens qui ne sont pas infectiologues forcément ou intérêts spécialisés. Voilà, le mode de vie, la vie sexuelle, affective, antécédent du grand-père, je le disais, je pense que c'est important. C'est important que les générations qui viennent nous, voilà, on demande comment les gens vivent. C'est important de demander le statut vaccinal. Je trouve que le pass, le Covid, tout ça, ça a familiarisé les gens avec cette notion de où j'en suis dans les vaccinations. Voilà. Donc, très clairement, voilà, dépister le VIH, s'il y a des gens qui se posaient, on peut les orienter, on ne pas tout le monde presque de la presse, évaluer le risque, mais d'en parler. De vacciner s'ils ne sont pas protégés, hein, tout le monde qui peut adresser pour vacciner B, A, le pneumocoque, c'est quand même des gammages qui sont largement en recommandation de la vaccine pneumocoque et de la grippe. Et puis aussi, en prévision d'une dépression que vous allez induire avec les immunothérapies, avec les chimios, on va vérifier. Alors, nous, quand on est en CHU, il y a toujours des centres qui sont plus en clair, donc le service d'infectiologie pour vacciner, mais en tout cas, ça se prépare. Chez nous, ou l'immunothérapie, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc il faut préparer ça. Les greffeurs le font, mais il n'y a pas que la greffe, et il y a des tas de choses qui peuvent être anticipées et vaccinées alors que l'immunité n'est pas encore dans les chaussettes. Et j'ai fini.